Dans le Sahel burkinabé, une fois de plus, c'est un poste de police qui a été ciblé par des hommes armés, celui de Intangom dans la commune de Tinakov, à quelques kilomètres du Mali et du Niger. L'attaque s'est produite hier dans la nuit, 2 semaines après celle de Koutoukou. 3 policiers ont été tués et des armes emportées. Le ministre de la Sécurité était sur place cet après-midi. Images et réactions à suivre. Et puis la généralisation de la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes à partir de ce 1er juin. La mesure a fait ses preuves dans les 3 régions pilotes avec une explosion du nombre de consultations. Les patients rencontrés dans les centres de santé en disent le plus grand bien, constat dans un instant. Et puis si vous avez pris la route hier ou aujourd'hui dans la matinée, vous l'avez certainement constaté, les postes de péage ne fonctionnent pas. Les agents sont en grève, 4 heures d'arrêt de travail par jour jusqu'au vendredi. Ils exigent la fin du projet de privatisation et l'amélioration de leur statut. Reportage à suivre. En Irak, l'offensive de l'armée sur Fallujah est finalement reportée. L'armée irakienne soutenue par les avions de la coalition était en ordre de marche depuis quelques jours pour reprendre cette ville à l'État islamique. Mais plusieurs centaines de milliers de civils sont pris au piège dans la ville et Daesh n'hésite pas à les utiliser comme bouclier humain face au risque de dommages sur la population. Le Premier ministre a décidé de reporter l'assaut. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le choc et la consternation à Intangom dans la commune de Tinakov. Hier dans la nuit, des hommes armés ont attaqué le poste de police de cette localité située à 5 km du Mali et à 18 km du Niger. 3 policiers ont été tués, des armes ont été emportées. Cet après-midi, une délégation conduite par le ministre de la Sécurité était sur place. Issa Kafando, Ismaël Diloma, Sirima. 3 policiers ont succombé ici dans la nuit de mardi à mercredi. Ce poste de police, situé à 5 km du Mali et à 18 du Niger, a subi des attaques d'assaillants non encore identifiés. Impact de balles sur les murs, des dizaines de douilles retrouvées sur les lieux et du sang éclaboussé sur des objets témoignent de la férocité de l'attaque. Nous pensons qu'il y a lieu de trouver d'autres systèmes d'alerte qui vont permettre de façon permanente d'attirer l'attention des policiers ou des gendarmes qui sont au poste frontalier ou à l'armée pour que de telles surprises ne se répètent pas. Cette attaque surprise a également permis aux assaillants d'emporter 3 kalachnikovs et un pistolet automatique. Le ministre d'État en charge de la sécurité a ainsi demandé aux populations de Intangom une franche collaboration afin de mieux sécuriser la zone. Nous avons constitué un groupement de forces dans la région et réparti sur un certain nombre de positions. Vous avez pu le constater ce matin avec les éléments qui sont venus de Gorom, qui sont venus de Tinakov pour renforcer le pôle de police de Intangam et qui vont d'ailleurs demeurer ici pour une opération qui commence dès maintenant afin de sécuriser toute cette bande depuis Marcoy jusqu'à Tinakov. Après Intangam, Simon Compaoré s'est rendu à la morgue de Dori pour s'incliner sur les dépouilles des 3 policiers et demander leur transfert à Ouagadougou pour leur rendre un hommage. Et puis justement à ce sujet, ce communiqué du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure dans la nuit du mardi 31 mai au mercredi 1er juin 2016, le poste de police frontière de Intangom situé à 4 km de la frontière avec le Mali dans la province de Loudalan, région du Sahel, a été la cible d'une attaque perpétrée par des individus non encore identifiés. Au cours de cette attaque, 3 policiers ont été tués et des dégâts matériels ont été enregistrés. Il s'agit des assistants de police adjoints Koulibaly Kani Michel, Silga W. Philibert et Tiolé Tibou. Une opération de ratissage est en cours dans la localité en vue de retrouver les assaillants. Aussitôt informé, le président du FASO a dépêché une mission conduite par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale,
de la décentralisation et de la sécurité intérieure, M. Simon Compaoré, sur place. Le ministre d'État déplore les morts et présente au nom de l'ensemble du gouvernement aux familles éplorées ses condoléances les plus attristées. Il invite la population au calme et à la sérénité et à dénoncer tout cas suspect aux forces de défense et de sécurité. Dans le même temps, on l'a appris, l'enquête sur l'attaque terroriste du 15 janvier progresse. 6 individus de nationalité étrangère ont été interpellés lundi dernier, annonce la gendarmerie. Ces derniers auraient hébergé et facilité l'action des auteurs de l'attentat et seraient en liaison avec le cerveau de l'attaque. La gendarmerie appelle la population à la plus grande vigilance. L'ambassadeur du Danemark au Burkina est en fin de mission. Ce matin, il est allé faire ses adieux au président du Faso, l'occasion pour les deux personnalités de faire le point de la coopération entre les deux pays. Le diplomate danois, à sa sortie d'audience, s'exprime sur l'avenir de la démocratie au Burkina Faso, des propos recueillis par Pawad Rogo, Jean Zongo et Aimé Solange Digma. Je suis très impressionné par la force et la résilience du peuple burkinabé à travers la période de la transition. La communauté internationale, et je suis sûr toute l'Afrique, a pris note de la manière dans laquelle le Burkina Faso a géré la transition. Je pense qu'il y a beaucoup de respect pour cette façon. Je suis très optimiste parce que j'ai vu que le peuple Burkina Faso et les institutions burkinabées et la capacité et la volonté d'assurer un bon développement, un pays paisible et avec le progrès démocratique, le progrès social, le progrès économique. Aujourd'hui, c'est mercredi, jour de conseil des ministres. L'exécutif a examiné plusieurs dossiers importants, des dossiers qui concernent l'économie, la justice ou encore la culture. Le point des grandes décisions avec Yacouba Gamene et Estelle Judith Assogba. Le Conseil de ministres de ce 1er juin adopté au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique, en abrégé CONADA. Cette commission est chargée d'étudier et de suivre toutes les questions relatives à la coopération et à l'intégration en matière du droit des affaires dans le domaine de l'OADA. Au titre du ministère des Arts et du Tourisme, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier portant sur le Fonds de développement culturel et touristique et le second sur le statut particulier du fonds. Le Fonds de développement culturel et touristique a pour mission principale d'offrir au secteur culturel et touristique un accompagnement financier et technique pour assurer le développement des industries culturelles, touristiques et créatives. Au niveau du ministère de l'économie, des finances et du développement, plusieurs décrets portant sur les modalités d'application de la loi des finances et sur le cadre conceptuel de la comptabilité de l'État ont été adoptés. Nous avons adopté le texte relatif à la nomenclature budgétaire qui va permettre d'opérationnaliser, de préparer donc la loi de finances désormais, suivant donc l'approche programme. Et nous avons également adopté le texte relatif donc au tableau des opérations financières de l'État. C'est une avancée majeure parce que ça nous permet en tout cas de faire un grand pas vers l'opérationnalisation du budget programme et puis une meilleure visibilité de l'action gouvernementale et une plus grande responsabilisation des ordonnateurs qui sont maintenant multiples. Ce n'est plus le ministre des Finances seul qui sera ordonnateur du budget de l'État, mais maintenant l'ordonnancement sera multiple. Ces différents décrets vont permettre une meilleure gestion des finances publiques au Burkina Faso.
C'est le grand jour pour les candidats au BEPC, au BEP et au CAP. Ils sont plus de 243 000 cette année sur l'ensemble du territoire. Les épreuves vont débuter ce matin. C'est le moment de vérité pour tous ces candidats après de longs mois de préparation. Moussa Ouedraogo, Amandine Lalsaga. C'est parti pour la session 2016 du BEPC, du BEP et du CAP. Pour le compte de la région du centre, cette session met aux prises 66 574 candidats pour ces 3 examens. Le top de départ du BEP et du CAP est intervenu ici, au Collège d'enseignement technique féminin. Dans ce centre de composition, les candidats ont tous répondu présents à 7 h du matin. Au niveau du CAP, nous avons 87 candidats et au niveau du BEPC, 42 candidats. Ils sont 129. Ici, c'est la coupe couture seulement. Il n'y a pas de problème chez nous. Tout est OK, tout est prêt et nous avons démarré. Au lycée Nelson Mandela, le gouverneur de la région répète le même exercice. Cette fois-ci, c'est l'examen du BEPC qui est lancé. Un nom comblé, c'est le titre de la dictée inaugurale du premier tour de cet examen qui ouvrira les portes du second cycle. L'innovation majeure, c'est l'introduction de l'outil informatique dans l'organisation. C'est un processus qui est engagé et je crois que les autres années à venir verra cette informatisation concerner tous les centres, tous les jurys, d'abord de Ouaga et ensuite de tous les pays. Joachim Somta a saisi l'occasion pour déplorer les violences intervenues au cours de l'année scolaire 2015-2016. C'est l'occasion pour moi d'interpeller les élèves à rester des enfants sages, à écouter les professeurs et surtout à respecter leurs parents et à respecter leurs encadreurs. Quelques 243 500 candidats environ sont concernés pour la session 2016 du BEPC, le brevet d'études du premier cycle, du BEP, le brevet d'études professionnelles et du CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. La gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Jusqu'à présent, la mesure ne concernait seulement que 3 régions, le centre, le Sahel et les Hauts-Bassins. À partir d'aujourd'hui, elle est généralisée à toutes les 13 régions. Dans les 3 régions où elle était en expérimentation, elle a eu un impact considérable. La levée de la barrière financière a entraîné une explosion du nombre de consultations. Les patients rencontrés dans les centres de santé de la capitale en disent le plus grand bien. Adama Guiti et Lazare Pouya. 2 mois après l'entrée en vigueur de la décision du gouvernement sur la gratuité des soins des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes, l'indicateur du taux de fréquentation dans les formations sanitaires est fort appréciable. Quand je prends les 2 mois du début de la gratuité, par exemple chez les enfants de 0 à 5 ans, nous avons eu 4 962 enfants. Contre pour le mois de mars à février, où nous avions 2810 enfants. Nous sommes ici dans le CSPS de Zaktouli, dans le district sanitaire de Boulimiou. Il est 9 h 30 du matin, ce mardi 31 mai, lorsque nous arrivions dans ce CSPS, l'infirmier chef de poste nous confie qu'il y avait une forte affluence jusqu'à 8 h 30. Mais qu'à cela ne tienne, la gratuité des soins a permis de convaincre les plus sceptiques à fréquenter les formations sanitaires. Les populations démunies qui avaient peur de venir au niveau de la formation sanitaire, nous les retrouvons tous ici, du fait de la gratuité. Au regard de ce constat, l'on peut, sans risque de se tromper, dire que la gratuité des soins est en marche au Burkina Faso. À Zaktouli, en tout cas, c'est bon. Mais ce que nous on veut qu'on en ça pour nous seulement. C'est gratuitement. Tu pars prendre ce que tu veux. Si tu tombes malade, tu ne payes pas. On te soigne gratuitement. Les médicaments aussi sont gratuitement. Les agents de santé ne nous prennent rien. Et tu as droit à la consultation, à la pesée et aux médicaments pour se soigner. Pour les femmes enceintes, la gratuité concerne les soins pendant la grossesse, les soins curatifs pendant la grossesse et la gratuité du dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus. À la maternité, tout comme au dispensaire, la gratuité des soins mobilise plus d'un. De février à mars, nous avons 2291 accouchements. Et comparativement au début de la gratuité, où nous trouvons maintenant 341 accouchements. Pour les bénéficiaires de cette gratuité, l'initiative est fort louable. L'affluence dans les formations sanitaires a vite fait détecter d'autres faiblesses. Moi-même,
Je suis venue pour ma première consultation prénatale et c'est gratuit. Mais nous voulons solliciter plus. La salle est petite et il n'y a pas suffisamment de bancs pour s'asseoir. Donc si l'État pouvait agrandir les salles de consultation et ajouter des bancs pour nous autres. Du côté des médicaments, l'on nous rassure que tous les produits concernés sont disponibles. Après 2 mois d'exécution de la gratuité des soins, les populations constatent déjà son impact. On n'a jamais vu une telle mesure. Avant, quand tu partais dans une formation sanitaire avec ton enfant, par exemple, il fallait tout payer. Quelquefois, il fallait s'endetter pour payer la consultation et les médicaments. Sincèrement, cette mesure soulage les populations pauvres comme nous autres. Avec cette mesure de gratuité, l'argent qui devait être pris pour payer les médicaments, nous les réutilisons dans les ménages et cela nous aide beaucoup. Depuis le 2 avril dernier, seules les régions du Sahel, du centre et des hauts-bassins étaient concernées par la gratuité des soins. Et ce 1er juin marque le début de la mise à l'échelle nationale de cette décision. Voilà pour ce constat, mais même si les soins sont gratuits, le mieux c'est de rester en bonne santé et cela commence par l'assainissement du cadre de vie. En ce début de saison de pluie, la direction de la propriété de la ville de Ouagadougou vient de lancer une vaste opération de nettoyage des quartiers Widi et Kolognaba. Objectif, réduire l'insalubrité et la pollution. Isaka Ouedraogo, Abdul Rasmane Zongo. Paire de gants et de bottes, casquettes, gilets et râteaux, c'est un échantillon de l'arsenal de guerre contre l'insalubrité dans la ville de Ouagadougou. Et les quartiers mitoyens de Widi et de Kolgnaba sont les premiers concernés par cette expédition grandeur nature de 1059 soldats d'un matin ici à l'image. Coins, recoins, ruelles et rues insalubres sont dans le radar de ces personnes, parfois soutenues par les riverains. Il y en a qui ralentissent pour prendre un peu de force, fatigue oblige, d'autres pour allaiter des généraux dont on ne refuse pas les ordres. L'objectif principal de cette journée de salubrité, c'est vraiment contribuer à améliorer le cadre de vie des populations de la ville de Ouagadougou et de ces 2 quartiers en particulier, mais également contribuer à préserver l'environnement urbain. Aujourd'hui, on parle de changement climatique. Il faut que vraiment au niveau des collectivités territoriales, des collectivités locales, il faut prendre les dispositions nécessaires par rapport à la gestion des déchets solides urbains qui contribuent vraiment à la dégradation de la couche d'ozone avec par exemple la production du CH4, le méthane qui est un gaz à effet de serre. L'opération de nettoyage, selon les organisateurs, s'étendra sur toute la ville de Ouagadougou, naguère considérée comme l'une des capitales les plus propres d'Afrique. Voilà, pour toute autre chose, pour poursuivre, les universités ont un rôle crucial dans la promotion des principes et des valeurs du développement durable. C'est la conviction de la Conférence internationale francophone des établissements supérieurs. Depuis ce matin, les membres de cette organisation se sont retrouvés à Koudougou, un colloque d'échange et de partage d'expériences. Paul David Bambara, Adama Koulibaly. Réunis à Koudougou à la faveur de ce premier colloque international de la CFEODA, la conférence internationale francophone des établissements d'enseignement supérieur et organismes sur le développement durable, ces participants vont échanger autour du rôle et des défis de l'enseignement supérieur dans le processus de développement durable à travers une série de conférences et d'ateliers pluridisciplinaires. On a un thème commun. On dit le développement durable nous concerne tous et nous allons le faire avec notre originalité propre. Et chacun apportant les outils, c'est ce qu'on appelle la solidarité. Le développement durable, c'est surtout la question de l'environnement, la question donc de la biologie végétale, du couvert végétal, mais ça va plus loin que ça. Il y a des aspects économiques, forcément, il y a des aspects juridiques, il y a des aspects philosophiques, sociologiques, anthropologiques, ainsi de suite. Et en croisant ces regards-là, peut-être qu'on arrivera à trouver des solutions plus efficaces. La conférence inaugurale sur le développement durable face aux enjeux de l'assimilation culturelle en Afrique subsaharienne, quel rôle peuvent jouer les universités, a été présentée par le professeur Esso Elamé.
Je vous le disais en titre, les agents des péages sont en grève depuis hier et jusqu'au vendredi prochain. Ils observent un arrêt de travail de 4 heures tous les jours pour exiger la satisfaction de leurs revendications. Les agents demandent l'arrêt du projet de privatisation des péages ainsi que l'amélioration de leur statut. Cet arrêt de travail de 4 heures par jour pendant 4 jours va entraîner une perte importante de recettes. Constat au péage de Bobo-Dioulasso, Moumouni Barou. Après le premier coup de sémence tiré en mars dernier pour obtenir de meilleures conditions de vie et de travail, les agents de péage expriment à nouveau leur mécontentement, donnant lieu ainsi à un arrêt de travail depuis le 31 mai jusqu'au 3 juin 2016. Tous les postes de péage sont donc fermés durant 4 heures par jour et pendant cette période, les véhicules circulent librement. Cet arrêt de travail sonne comme un avertissement pour exiger du gouvernement une réponse satisfaisante à la plateforme revendicative des agents. La plateforme revendicative s'articule sur 20 points. Mais il y a 2 points essentiels que nous demandons à nos autorités de répondre sur ces questions. Il s'agit donc de l'annulation pure et sans condition donc de la privatisation des postes de péage et puis la clarification sur le statut régissant donc les agents de péage. Cette situation n'est pas sans conséquence sur la trésorerie de l'État et rien que pour le poste Bobo, route Banfoura, le déficit semble bien considérable. C'est vrai, je n'ai pas une estimation nationale, mais sur le plan régional, rien que le poste de Bobo Banfoura, nous pouvons avoir un déficit de 300 000 francs. Beaucoup de millions en l'air pour l'ensemble des postes, mais à entendre ces agents, le dialogue n'est pas rompu. Ils sont prêts à discuter avec leur hiérarchie pour résoudre définitivement ce problème qui date depuis 1998. Le nouveau code minier du Burkina Faso, il a été adopté sous la transition, principale innovation, la création d'un fonds dédié au développement local et à la recherche dans le secteur minier. En attendant son application effective, la société civile œuvre à son appropriation par tous les acteurs. Paul David Bambara, Nyarkiteda. 2 conférenciers, un seul cours. Le cours du jour porte sur le nouveau code minier au Burkina Faso. Il modifie celui de 2003 et organise les conditions d'investissement des sociétés minières au Burkina. Comme innovation, les sociétés minières payeront plus d'impôts au trésor public. Elles seront dorénavant au service du développement économique et social des zones minières. Les sociétés minières sont désormais imposées à 27,5% sur leurs bénéfices au lieu de 17,5%. Une autre innovation, c'est le fonds minier de développement local. Désormais, il y a 1% qui sera prélevé sur le chiffre d'affaires des sociétés minières et dédié au développement des communes, des populations locales qui sont en contact direct avec les lieux, les installations d'exploitation. Le nouveau code minier prend également en compte d'autres fonds pour appuyer les recherches dans le secteur minier et la préservation de l'environnement. De quoi réjouir les artisans de ce code qui regrettent cependant la non-application jusque-là de cet outil adopté en juin 2015. C'est un instrument de développement pour tous les Burkinabés. Ce que nous devons faire en tant que société civile, ce n'est pas une question de bagarre. Nous allons continuer notre plaidoyer pour voir dans quelle mesure on peut accélérer la mise à l'adoption de ces textes d'application. Et cette conférence publique a pour but justement de jeter les bases afin de dégager un consensus autour de la question pour faire de l'application du nouveau code minier une réalité. Car de l'avis de l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement ORCAD, ce code tel conçu devrait permettre à toutes les parties prenantes de profiter de l'exploitation de l'or. Discop Africa, c'est un marché de l'audiovisuel qui se tient à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La 2e édition s'est ouverte hier, l'occasion pour les professionnels du secteur de vendre ou d'acheter des programmes. Les premiers responsables de la RTB sont sur place en quête de production audiovisuelle intéressante pour les téléspectateurs. Jean-Eudes Bayala, Bouma Ernest Nevier. La Côte d'Ivoire accueille pour la 2e fois le Discop Africa, ce rendez-vous du marché africain des produits de l'audiovisuel. Le Discop est un salon où différents acteurs du monde de l'audiovisuel, acheteurs, producteurs, éditeurs se rencontrent pour discuter et voir dans quelle mesure les échanges peuvent se faire.
la particularité de l'approche ivoirienne, c'est de mettre dans l'espace ouest africain le maximum de personnes. Et on nous annonce 1200 participants, plus de 400 entreprises d'audiovisuel. Une grande opportunité pour les chaînes des télévisions africaines de mieux faire connaître leur production, et la télévision de Burkina y est présente. On a fait un peu le tour pour voir ce que les distributeurs proposent. Bon, dans ça, nous allons faire peut-être un choix que nous allons proposer maintenant à la direction pour achat. Le Discope Africa est également une tribune qui permet aux médias audiovisuels d'acheter des films à moindre coût pour l'animation de leur grille de programme. Nous sommes venus pour voir comment avec les productions externes nous pouvons enrichir notre grille et découvrir de nouvelles productions. Mais je pense que le système est en train d'être mis en place. Il y aura un système de production. Nous aussi, nous pourrons venir et puis faire des propositions. Mais ça ne nous a pas empêché de faire quand même aussi la promotion de la série Affaires publiques, par exemple. Pour les comédiens des films, c'est une rencontre qui permet d'agrandir leur carnet d'adresses. Ah non, nous, bon, je prends notre langage ivoirien, qui est aussi africain, c'est-à-dire les gombos, ça nous arrange. Parce qu'on va faire un échange, parce qu'il y a des gens qui nous cherchent, mais ils ne savent pas comment nous trouver. Donc c'est un moyen de communiquer avec ces personnes, à trouver des marchés, faire des échanges. Le Discope Africa est à sa 12e édition, une édition qui prend fin le jeudi 2 juin 2016. Hors de chez nous, en Irak, je vous le disais, l'offensive de l'armée sur Fallujah est finalement reportée. L'armée irakienne, soutenue par les avions de la coalition, était en ordre de marche depuis quelques jours pour reprendre cette ville à l'État islamique. Mais plusieurs centaines de milliers de civils sont pris au piège dans cette ville et Daesh n'hésite pas à les utiliser comme bouclier humain. Face au risque de dommages sur la population, le Premier ministre a donc décidé de reporter l'assaut. En Irak, l'offensive sur Fallujah est reportée. Le Premier ministre Haider al-Abadi a expliqué que l'opération militaire qui aurait dû déloger les militants d'État islamique avait été repoussée par crainte des dommages qui pourraient être causés aux civils sur place. La stratégie du bouclier humain, chère aux djihadistes ces dernières semaines, semble donc payer. Nous nous trouvons ici dans le district de Nouamiya et les opérations continuent. L'avance vers le centre de Fallujah se poursuit aussi. Les combats continuent. Nous avons le soutien de frappes aériennes de la coalition internationale et de l'armée de l'air irakienne. C'est après sa visite d'une base militaire près de la ville sous contrôle djihadiste que le Premier ministre irakien a pris la décision de reporter l'assaut. Si la majorité de la population a quitté la ville depuis le début du siège, c'était il y a 6 mois, on pense qu'il reste encore 50 000 civils dans la cité, dont 20 000 enfants. Leur protection est particulièrement problématique, s'est inquiété l'UNICEF. Du sport à présent avec le championnat de foot de D1. Le duel au sommet de la 24e journée entre l'USO et le RCK s'est soldé par un match nul d'un but partout. Conséquence du changement en tête de classement, le RCK, solide leader depuis la 6e journée, cède son fauteuil au RCB. Résumé du match avec Bangba David Kafando. Le Rail Club du Kadiogo n'est plus leader du Faso Foot après son match nul contre l'Union sportive de Ouagadougou. Les Faucons se font piéger dans les ultimes secondes du match par les garçons de l'Arlé. Le choc USO-RCK a été rythmé et équilibré avec une légère domination du RCK en première période. 0-0 à la pause. Le match monte en intensité au retour des vestiaires avec des occasions de part et d'autre. Les Faucons, eux, se montrent décisifs et efficaces grâce à Blaise Yamego à la 61e minute. À la 77e minute, Blaise Yamego est contré dans la surface de réparation. Pas de faute, selon l'arbitre Boukari Ouedraogo. Mais dans la continuité de l'action, il y a faute de main non sifflée. Il y a bel et bien pénalty pour le RCK. Le RCK à cet instant de la rencontre occupe la première place du Faso Foot. Une position éphémère, la faute au bouleversement provoqué par les unionistes à la dernière seconde du match. Gérard Adou, sur ce coup de pied arrêté, trouve le chemin des filets. But logiquement refusé pour un hors-jeu. Le Racing Club de Bobo Dioulasso est le nouveau leader du Faso Foot avec 49 points plus 19. Le RCK est deuxième
avec 49 points plus 17. L'USO occupe la 3e place. Voilà, le suspense est donc total. La revue de presse des quotidiens. Pour finir, les journaux reviennent aujourd'hui sur le point de presse du ministre de la Justice sur les libertés provisoires accordées à d'anciens dignitaires. Autre sujet, le refus de l'implantation des Korluogo dans l'Ouest par les leaders coutumiers de la région. Touboum, Evelyne Dabiri. Les quotidiens de ce jour rapportent le point de presse animé par le ministre en charge de la Justice. Il n'y a pas de deal entre le gouvernement et la justice, annonce Sidoya. Ces propos ont été tenus par le ministre en charge de la Justice et pour cause, ces derniers temps, l'on assiste à la libération des anciens dignitaires du régime déchu de Blaise Compaoré, des anciens maires, des acteurs impliqués dans le coup d'État manqué, explique aujourd'hui au Faso. Une libération critiquée par le MPP dans l'Express du Faso. Dans une déclaration publiée dans ce journal, ce parti affirme que ces libérations en série, dont la dernière en date est celle du président du CDP, qui sont faites sans aucune explication, inquiètent les Burkinabés et irritent l'opinion nationale. C'est pourquoi le MPP exige de chaque pouvoir de la transparence dans l'exercice de ses responsabilités, rapporte l'Express du Faso. Mais dans le soir, le ministre explique que ces libérations provisoires se justifient pour la plupart pour des raisons de santé. Et à la question d'un confrère, mais pourquoi le procès traîne-t-il tant, rapporté par l'observateur Palga, le ministre répond en substance, la lenteur n'est pas le fait des juges, mais des avocats de la défense. Puis, dans le quotidien, il a invité les acteurs judiciaires à communiquer davantage pour éclairer les populations, en concluant dans notre temps, d'ici la fin de l'année, le dossier sera jugé. Autre sujet analysé par vos quotidiens, l'implantation des Kolweogo. Kolweogo, les coutumiers de l'Ouest disent niet, rapportent aujourd'hui au Faso. Raisons évoquées par les coutumiers, nous ne pouvons pas sortir de l'invasion coloniale et nous laisser dominer par des individus qui veulent nous imposer leur volonté, rapporte l'Express du Faso. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.